C'est l'histoire d'un jeune amoureux qui croit encore aux contes de fées. Ce matin-là, ce ferrailleur de Maubeuge a quitté son bleu de travail pour retrouver sa belle-sœur, Émilie. Bon voilà, l'hésitation se fait. Ensemble, ils sont venus choisir la bague avec laquelle Quentin, 32 ans, demandera celle qu'il aime en mariage. On est sur de l'or blanc, on est sur du diamant, donc c'est symbole de l'amour, l'éternité. Non, mais j'ai besoin de ton aide, parce que là, pour le coup, C'est celle qui me parle le plus. l'esthétique, c'est pas... Ça me connaît pas forcément non plus. Je connais les goûts de ma sœur, je sais qu'elle aime pas trop ce qui est trop bling-bling, mais elle aime bien un peu le côté raffiné. C'est pour bientôt la demande, monsieur? Semaine prochaine. Ah oui, ça approche. Oui, ça approche. Voilà. Je pense que celle-ci fera l'affaire. Oui, Ah ouais. sur ce modèle, monsieur? Ah, tout à fait. Ça va lui plaire. Ça va lui plaire. C'est parti. Merci beaucoup. Merci à vous, à bientôt. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Impeccable. Mais pour demander la main d'Ophélie, Quentin a décidé de lui offrir beaucoup plus qu'une simple bague. Le jeune prétendant nous a emmenés, en toute discrétion, chez son beau-frère, pour nous raconter l'incroyable scénario qu'il concocte depuis des mois. Quentin a prévu d'emmener Ophélie à Paris. Et pour cette fan inconditionnelle de Disney, il a réservé auprès d'une entreprise spécialisée le carrosse de Cendrillon. Pour 3 000 €, le cocher les déposera avant minuit au pied de la tour Eiffel. C'est là qu'il lui demandera sa main. C'est, je pense, la plus belle preuve d'amour que je puisse lui faire. Ça fait 1 an que je suis dans la confidence, qu'il m'en parle, qu'il dit je cherche vraiment quelque chose de top. Et comme moi, il a dit, il fait, faut que je m'en souvienne toute ma vie, quoi. L'histoire de Quentin et Ophélie est celle d'une seconde vie. Quentin a 2 filles d'un premier mariage, Ophélie un petit garçon de son côté. Ensemble, ils ont eu Pauline il y a 2 ans. Quentin veut faire les choses en grand pour que cette histoire-ci dure toute la vie. On verra bien. Elle va dire oui. Vous êtes sûr? J'espère. Ouais. Si, elle va dire oui. Si. Je le mérite quand même, non? Pour connaître la réponse, Quentin nous a donné rendez-vous 1 semaine plus tard, au pied du carrosse. La demande en mariage, un temps ringarde, revient au goût du jour comme un gage de romantisme, façon Instagram. Sur les réseaux sociaux, le phénomène est viral. Les couples se mettent en scène et dépensent des milliers pour afficher leurs clichés de contes de fées. Dans cette course au scénario romantique, Paris est plébiscité par les prétendants du monde entier. Des sociétés en ont fait un business florissant. Demande en mariage à bord d'une montgolfière pour 2 990 €, avec l'hologramme d'Elvis pour 70 000 €. Et il peut s'avérer compliqué de dire non au tour de la Lune pour 125 millions d'euros. Shobit, 30 ans, prépare depuis 2 ans une demande en mariage hors du commun. Je n'ai pas pu prendre les billets pour la Lune, alors Paris était un minimum. Il est arrivé la veille de New Delhi pour 10 jours en amoureux à Paris. Sa compagne, restée à l'hôtel, ne se doute de rien. Ce que Supriya ne sait pas, c'est que j'ai fait venir les personnes qui comptent le plus pour elle dans sa vie. Ils seront tous là. 19 personnes. C'est une énorme surprise. Oui, une énorme surprise. Le jeune Indien partage sa vie avec elle depuis 10 ans. Ensemble, ils ont créé une plateforme de production vidéo et ont été élus parmi les personnalités indiennes les plus influentes de moins de 30 ans par le magazine Forbes. Sur la chaîne que nous avons créée, nous sommes suivis par 25 millions d'internautes. Et personne n'est au courant que nous sommes ensemble dans la vie. Vous réalisez? Quand est-ce que vous allez révéler que vous êtes ensemble? Aujourd'hui, dans 1 heure. Bonjour. Tout organisé lui a coûté plus de 50 000 €. Bonjour. Shobit a fait venir tout le monde à ses frais. À l'hôtel, il retrouve secrètement tous ses amis et familles. Ici, son père, son petit frère et sa maman tout juste arrivée d'Inde. Il a tout le temps des idées folles dans la vie.
Et ça, c'en est une de plus. En voilà encore une. Et voilà, il a tout organisé. C'est tout lui, ça. Il est tellement perfectionniste. Pour lui, tous les détails comptent. Shobit a rendez-vous en face de la tour Eiffel avec Eden. Employée d'une société spécialisée dans les demandes en mariage, elle organise pour lui depuis des mois une incroyable mise en scène sur le parvis du Trocadéro. If you guys would like to stay, we're going to have a proposal in like 20 minutes. If you'd like to stay and watch, we encourage it. But if you can please just move this way a little bit so we have some more space. Eden, vous avez le droit de monopoliser les lieux comme ça? Non, pas du tout. Mais moi, j'ai le droit parce que je suis Eden. Et moi, je fais ce que je veux. Pour mes clients, c'est le plus important. C'est ça. Et vous n'avez pas peur que la police débarque là? Non. Parce que moi, je peux parler avec la police. Rien ne va se passer. C'est sûr. She's coming, she's coming, she's coming, she's coming, she's coming, she's coming. Please, can you guys move to the side? Please, please, please. All the way, all the way, all the way, all the way, all the way. Eden a envoyé sa collaboratrice chercher Supriya. Mais qu'est-ce qui se passe? Petit à petit, elle découvre qu'elle n'est pas seule à avoir fait le voyage à Paris. Ses meilleures copines d'enfance ont fait le déplacement. Ses 5 meilleurs copains. Ses parents. Les parents de son amoureux. Et même, tout à gauche, son frère, venu de Los Angeles. Glenn, tiens. Je te promets une vie inoubliable. Est-ce que tu veux faire de moi l'homme le plus heureux de la Terre? Est-ce que tu veux m'épouser? Mais comment t'as fait venir tout le monde? Comment t'as obtenu les visas? J'arrive pas à croire que tu aies fait venir tous ces gens. Des 4 coins de la planète. Vous êtes très ému. J'arrive pas à y croire. Comment t'as réussi à faire tout ça? C'est tellement d'organisation. Pour certains touristes étrangers, les demandes en mariage deviennent parfois aussi grandioses que les mariages eux-mêmes. Donc voilà la caverne d'Ali Baba. Cette jeune chef d'entreprise l'a bien compris. Anciennement wedding planeuse, Pauline a décidé de se concentrer uniquement sur les demandes. Il y a plein de choses ici. On a beaucoup de fleurs artificielles qu'on met sur nos arches, beaucoup de bougies différentes, des lanternes, des vases. Sa spécialité, les décors de rêve sur les toits de Paris. Aujourd'hui, un jeune Américain lui a commandé une mise en scène romantique à souhait. Est-ce qu'on a encore un peu de rouge? Parce que j'aurais bien aimé que ce soit un peu plus rouge. Avec chandelier, feu de Bengale et 1500 fleurs. Il y a toujours des pétales dans chaque demande, c'est un incontournable. À 30 ans, Pauline a 3 employés, dont Nathalie, fleuriste, et Myriam, en charge des réseaux sociaux. Les filles, je vais vous laisser continuer et charger le camion. Le camion jaune, c'est pour les fleurs. Enfin, prenez-en 4 parce qu'on a aussi... Pauline a créé son entreprise il y a 3 ans. Aujourd'hui, elle organise une 40aine de demandes par mois, plus d'1 par jour en moyenne. Là, par exemple, j'ai une nouvelle demande pour un rooftop avec violoniste, photographe, bougies, feux d'artifice. Et il me dit qu'il a un budget de 1500 €. Voilà, donc je vais lui répondre ce qu'on a de dispo. C'est possible d'avoir ça avec un budget de 1500 €? C'est possible d'avoir un rooftop pour 1500 €. En revanche, sans inclure le photographe, vidéaste et violoniste. Le budget moyen tourne autour de 2000 €. Mais il peut grimper jusqu'à plus de 30 000 € pour des lieux mythiques. Châteaux, églises,
ou palace parisien. On veut la belle photo, on veut que nos copines nous envient, que voilà, les copines de notre futur fiancé disent « Waouh, regarde ce que j'ai fait pour elle, je l'aime vraiment, voilà, j'ai mis en place tout ça ». Donc il y a évidemment ce côté paraître qui va avec, mais je reste quand même touchée de tout ce qu'ils mettent en œuvre pour faire plaisir à leur compagne. Je trouve ça vraiment mignon. Pauline dit « il », car la demande en mariage reste la chasse gardée de la gente masculine. Dans une société où les femmes ne se sont jamais autant battues pour s'affranchir du patriarcat, certaines traditions ont la vie dure. En 3 ans, elle n'a eu que 3 femmes qui l'ont contactée pour faire la surprise à leur conjoint. Et d'ailleurs, Pauline, est-ce que vous êtes mariée? Non. On m'a déjà demandé en mariage, mais ça s'est arrêté là. Ah, vous avez dit non? J'ai dit oui, mais ça s'est terminé après. La demande n'était pas assez bien. La demande était pourrie. En attendant, pour son client américain, Pauline a privatisé un appartement à quelques pas de l'Arc de Triomphe, au dernier étage. Budget total, 5 000 €. C'est le fameux rooftop. Il est en 360 degrés, ce qui est super. Du coup, il n'y a rien qui bloque la vue. Et la vue sur la Tour Eiffel, c'est une obligation? On nous la demande effectivement pratiquement tout le temps. 98%. Paris est la destination la plus populaire pour faire sa demande en mariage. Et depuis le succès de la série Emily in Paris, 65% des clients de Pauline sont des Américains. Il reste 1 heure, les filles. À la demande de son client, elle a fait venir une photographe, un vidéaste Dans la photo, c'est trop drôle. Ah, je te peux montrer. et un violoniste. J'ai un répertoire choisi par les clients. Love is Taylor Swift. Ils sont amoureux de Taylor Swift. Love Story. Ça va être la chanson de la demande. Comme ça? Ah là, on est pas mal. Ils arrivent. Le prétendant américain a fait croire à sa compagne, enceinte de leur premier enfant, qu'il venait ici pour un shooting de grossesse. César et Jenny arrivent de Californie. Lui est employé dans une entreprise d'énergie solaire, elle dans un cabinet de dentiste. Ils se sont rencontrés il y a 12 ans, sur les bancs du lycée. Jenny, est-ce que tu veux m'épouser? Oui. Elle a dit oui. Vous vous y attendiez? Non, pas du tout. Ça fait 1 an que je prépare ce moment. 1 an. Il y a toujours un petit stress qu'elle dise non ou pas? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ou qu'elle se sente peut-être un peu oppressée. Je pars du principe qu'elle va être surprise et contente. Donc, c'est à peu près 99% du temps, c'est comme ça. Vous attendiez depuis longtemps? Oui, ça fait longtemps que j'attendais. Et je pensais pas que ça arriverait maintenant. Jenny doit vite redescendre de son petit nuage pour se prêter au jeu des photographes. Poser 30 minutes par 0 degré pour obtenir ces clichés comme preuve d'un bonheur parfait. Ce soir, c'est aussi face à la Tour Eiffel que Quentin, notre amoureux de Maubeuge, s'apprête à demander Ophélie en mariage. Place Vendôme, son carrosse de Cendrillon est prêt. Avec champagne, fleurs et macarons, sous l'œil de celui qui a tout organisé, Nicolas. Vous avez quoi dans la main là? Ah bah j'ai le soulier. On a reconstitué le soulier de cristal dans lequel on a gravé Princesse Ophélie. Le prince charmant est de retour, et justement dans une période qui est un peu difficile,
c'est une valeur refuge, quoi, l'amour. Et c'est la seule chose peut-être qui nous reste aujourd'hui de complètement naturel. Personne ne peut nous empêcher d'aimer. À 19h, comme prévu, Quentin s'approche. Le scénario est bien rodé. On va attendre une vraie princesse avec ça. Princesse Ophélie? On connaît plus là. Ah, si on a une princesse Ophélie, alors on a peut-être la bonne. Alors. Est-ce que le chausson a son pied? On va vérifier ça. Oh non. Je vous laisse faire, vous êtes le... Je tiens. Ah, carrément. Est-ce que c'est la bonne? Ouais, sans aucun doute. Bon, alors dans ces conditions, vous avez un carrosse alors. C'est le jour de l'anniversaire d'Ophélie. La jeune femme imagine donc que Quentin a prévu cette surprise pour ses 34 ans. Ça suscite l'étonnement et l'intérêt. Comme d'hab. Bah oui, avec toi, je ne dois plus m'étonner à rien. Il me montre souvent son âme. Et il me le dit, et ça, faut le cacher. Ça, j'ai jamais eu avant. C'est vrai que c'est beau. Ah, c'est vrai qu'en général, c'est dans les films qu'on voit ça. On peut dire que c'est romantique. On peut me dire qu'on pouvait pas faire mieux, là. Après 1 heure de balade, le carrosse s'arrête au pied de la tour Eiffel. Oh, 43. Tout est millimétré. Le monument se met alors à scintiller. Est-ce que tu veux m'épouser? Oui. Oui. Oui? Oui. Alors essaye ça. Tu verras. La bague vous plaît? Oui. C'est mon style. J'attends ça depuis longtemps. Eh bien, c'est aujourd'hui. Princesse, ben ouais. Quentin et Ophélie finiront la soirée sur la scène. Il reste encore beaucoup de choses à fêter, là. Le mariage est prévu pour l'été 2025, cette fois-ci, dans le nord de la France. Et là, vous êtes devant la maison de Dalida. Elle a habité cette maison des années, vécu ici. Malheureusement, elle nous a quittés dans cette maison, voilà. On a toujours un petit pincement au cœur hein, quand on passe devant sa maison. Cela fait 20 ans que Dora Carbonel chante à Montmartre. Elle se produit chaque dimanche dans un restaurant mythique de la Butte, la Bonne Franquette. Ce soir, la chanteuse parisienne va devoir faire rêver un groupe de retraités de l'ex-Allemagne de l'Est et des Américains du Middle West. Tous ont payé 45 € pour prendre ici l'air de Paris, au menu soupe à l'oignon ou encore escargot au beurre aillé. Me fait tourner la tête. Mais aussi Dora. Mon manège à moi, c'est toi. Pendant 30 minutes, elle enchaîne les tubes d'Edith Piaf pour un cachet de 100 €. Quand tu me tiens dans tes bras. Pour nous, c'est comme Frank Sinatra. Edith Piaf, c'est un classique. La vie en rose, c'est sa chanson la plus célèbre. On va rentrer avec des souvenirs plein les yeux. La Tour Eiffel et Montmartre. C'est vraiment merveilleux. Montmartre attire chaque année 10 millions de visiteurs. On y vient pour le Sacré-Cœur, deuxième monument le plus visité après Notre-Dame. On y vient du monde entier pour s'y marier, profiter de la vue panoramique sur tout Paris
ou se faire tirer le portrait sur la célèbre place du Tertre. C'est surtout le dernier village de Paris où l'on peut encore flâner dans des ruelles pavées, loin des grands magasins, des embouteillages et des bruits de la ville. Un grand village qui compte 32 000 habitants, comme Vincent et sa fille Sophia. Alors moi, j'aime bien dire que j'ai vu sur ma dernière demeure, parce qu'on a un caveau de famille qui est juste en face. Là, il y a une tombe rouge, et après, il y a une tombe un peu plus grise, avec des petits points blancs, et c'est celle-ci. Il y a un ange dessus. Vincent Thomas, 51 ans, a toujours vécu ici. Une maison achetée par son arrière-grand-père en 1920. Voilà. Pour rien au monde, il ne déménagerait. Il fait bon vivre, c'est vraiment la vie de village. On est l'air est bon, on est en altitude, hein, c'est la haute montagne. Une haute montagne On va chez le boucher d'abord. qui culmine à 130 mètres d'altitude. Notre ami Prosper, allons-y. Alors pour faire les courses, Allez. il faut de bonnes jambes. On va passer dans Saint-Pierre. Malgré les milliers de touristes, la vie de quartier et les petits commerces existent toujours à Montmartre. Notamment à 2 pas de la place du Tertre, la pharmacie la plus haute de Paris. Mais qui va là? À sa tête depuis 28 ans, Tilou. Mais qui va là? Mais c'est donc vous qui venez maintenant? Comme ça me fait plaisir. Alors le problème, c'est qu'on n'est pas malade. Ça fait rien. Je t'aurai quand même. On n'est pas malade, donc malheureusement... Un ami de toujours. À chaque fois qu'un ami de toujours passe voir Tilou, le pharmacien se transforme en barman. Tu sais très bien que dans cette pharmacie, je ne souhaite jamais bonne santé. Non, mais non, surtout pas. Surtout pas. Surtout pas. Donc, Président de l'association des commerçants du Haut-Montmartre, Tilou s'est donné comme mission de sauvegarder l'esprit de la butte. il y a une bonne entente avec les commerçants entre nous, c'est-à-dire quand on voit qu'il y a un commerce qui se libère, on essaie de le récupérer, nous, non pas pour faire un monopole, mais pour éviter qu'il y ait des grandes chaînes qui viennent. Et puis les grandes chaînes ne veulent pas de mauvaise publicité, donc elles comprennent assez vite. Il y a quelques années, les commerçants se sont opposés avec succès à l'installation d'une enseigne de fast-food sur la place du Tertre. Le Vieux Chalet, chez ma cousine, ou la mère Catherine. Pour l'instant, les affaires familiales font de la résistance et la butte continue de cultiver sa différence. Le Chat Noir, demandez le Chat Noir, le seul journal satirique de Montmartre qui dit toute la vérité, entièrement la vérité. Je le sais, c'est moi qui écris dedans. Montmartre a son mensuel, tiré à 1000 exemplaires et vendu 3 €. Ouais. C'est mieux que je fais faire. Fondé en 1882, le journal vient d'être relancé par une bande de jeunes rigolos, amoureux de la butte. Mort du Père Noël, Éric Ciotti de gauche. Tout est dans le journal du Chat Noir. Demandez le Chat Noir. Madame, bonjour. Ce quartier est aussi le seul de Paris à avoir son gouvernement, même s'il est fantoche. Vincent Thomas en fait partie. Il est ministre de la Jeunesse. À ses côtés, l'homme au chapeau, le président de la République, Alain Coquard, 72 ans. Une fois par mois, le Conseil des ministres de ce qu'on appelle la République de Montmartre se tient au bar de la Bonne Franquette, le restaurant où l'on chante du Piaf. La séance démarre toujours par l'hymne officiel. Monte là-dessus, lancé par la ministre du Protocole, Yvette. Monte là-dessus, tu verras Montmartre, et sois bien convaincu, tu verras sûrement quelque chose dessous. Monte là-dessus. La République a été créée en 1921 pour maintenir l'esprit frondeur de Montmartre. Le président est élu pour 5 ans. Il y a 25 ministres et un garde champêtre. Il y a aussi 700 adhérents à travers le monde. Pour l'intégrer, il faut être parrainé, régler 60 € de cotisation annuelle et surtout être un bon vivant. Il faut quand même, pour prendre bien les décisions, avoir pas la bouche trop sèche. Hein. Donc c'est ce qu'on essaye de faire.
Une république sans pouvoir qui a pourtant un fait d'armes. Ce sont ses membres qui, en 1933, ont fait planter ce vignoble. Un moyen de préserver le quartier d'un vaste programme immobilier. Aujourd'hui, le Clos Montmartre produit 1000 bouteilles chaque année. L'esprit rebelle qui avait attiré Van Gogh, Pablo Picasso ou le chansonnier Aristide Bruant est toujours là, mais il est aujourd'hui réservé à une élite. Gérard Jugnot, Richard Berry ou Jean-Paul Rouve habitent tous le quartier où les prix de l'immobilier ont flambé. Rien en dessous de 17 000 € le mètre carré dans la très prisée avenue Junot. Au numéro 23, une impasse privée avec interphone et portail discret. L'hôtel particulier, une adresse secrète qu'on se transmet de bouche à oreille. Cachée derrière des arbres centenaires, une maison de maître bâtie au XIXe siècle pour la famille Hermès, rachetée 3 millions d'euros en 2007 par le père de ce jeune homme. L'endroit vaudrait aujourd'hui 4 fois plus. Oscar Contet, 30 ans, en a fait l'un des endroits les plus originaux de la capitale. Salon de thé dans un jardin d'hiver, bar, restaurant, et seulement 5 chambres, plutôt bien fréquentées. Donc là, je vous montre la chambre 1. J'en ai... Bon, c'est des chambres... La chambre 1, dans laquelle un Américain prénommé Brad passe ses nuits lorsqu'il est à Paris. On a Brad Pitt qui vient et qui aime particulièrement cette chambre, donc il la prend pour lui personnellement. Et c'est assez mignon, il a un rapport un peu particulier avec l'hôtel. Par exemple, on l'envoie dans les restaurants du quartier, et en l'occurrence, il part en Vélib avec ses gardes du corps qui courent derrière. C'est quelque chose d'un peu... C'est un peu drôle et c'est un peu sa parenthèse bucolique, Montmartre, c'est assez sympa. Et comment il a découvert cet endroit, Brad Pitt? Eh ben, je pense, historiquement, on a Cate Blanchett qui vient pas mal et qui met des posts sur son Instagram. Donc je pense qu'il a découvert comme ça. Une chambre à 500 € la nuit, le prix de la tranquillité, avec en prime une vue sur le club de pétanque de Montmartre. Aujourd'hui, pas de Brad Pitt, mais une grosse soirée à préparer. Une fois par an, Oscar organise un bal masqué. La thématique, cette année, Une hauteur comme celle-ci, c'est zombies, sorcières et squelettes. Il a 4 heures pour transformer cet endroit chic en un manoir hanté. La fête s'annonce belle, mais il y a un paramètre qu'il ne peut maîtriser. C'est vraiment pas le moment de me prendre la tête. L'incertitude, c'est le temps. C'est qu'on mise énormément sur le jardin. On met tout le paquet sur la décoration sur les jardins. Vous avez l'appli météo, là, non? 18h, il pleut. Donc à 18h, rideau. Il pleut jusqu'à quelle heure? Ils annoncent 22h. C'est parfait, en plein dans le créneau. La fête, c'est l'image de Montmartre. Depuis les années 1900, les cabarets ont fait la réputation de la butte. Moulin Rouge, Madame Arthur et le Lapin à Gilles, tenu depuis 1903 par la famille de Vincent, l'habitant du quartier, ministre de la République. Allez, mettez-vous là. Allez, installez-vous. L'entrée est à 28 € avec une consommation. C'est Yves, 90 ans, le père de Vincent, qui tient la caisse. Toujours bon pied, bon oeil. Oui, c'est ça. Et vous payerez en sortant. Hein. Ah, on paye pas maintenant? Non, en sortant. Très bien. Peut-être chèque ou espèce. On a des espèces. Bonsoir, monsieur. Rien n'a bougé dans le plus ancien cabaret de Paris. À part un tableau de Picasso, remplacé aujourd'hui par cette reproduction. Alors oui, là c'est le fameux tableau qui s'appelle Au lapin à Gilles, alors que Picasso ne donnait pas de titre à ces tableaux. C'est lui-même qui l'avait accroché à cet endroit-là. L'original est resté accroché ici pendant 7 ans, jusqu'à ce que Frédé, le grand-père de Yves, le cède en 1912 pour une bouchée de pain. Une toile qui, des années plus tard, a explosé un record d'enchères à New York. Il a fait 41 millions de dollars.
en 1989. Il n'y a pas que Picasso qui avait son rond de serviette au Lapin Agile. Y ont chanté la Môme Piaf, Georges Brassens à ses débuts, Claude Nougaro pendant 5 ans, ou Charles Aznavour, ami de Yves, qui venait régulièrement. Il se mire en ménage, comme de bien entendu. C'est le dernier cabaret parisien où les artistes, comme Mallory, chantent au milieu du public, sans micro et sans ampli. Font partie de la troupe Frédéric, le frère de Vincent, et Yves, qui une fois les entrées encaissées, vient aussi pousser la chansonnette. La relève est déjà assurée avec Sophia, 10 ans, qui, le week-end, fait la fierté de son papy. 6 soirs par semaine, Français et étrangers viennent reprendre ces refrains d'autrefois, tellement Paris. Moi j'essuie les verres au fond du café. J'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver. Montmartre, un village avec ses institutions et ses figures. Mes chéris, Michou vous aime. Michou. Merci. Michou, 87 ans, n'est peut-être plus au top de sa forme, mais il continue à fréquenter les bonnes tables de Montmartre, comme ce restaurant où il s'installe toujours à la même table, celle de Dalida. Comme à son habitude, il ne consomme qu'une seule boisson, du champagne. Bonjour, vous vous souvenez pas de moi, je vous ai eu comme client. Il ne peut pas faire un pas sans qu'on le reconnaisse. Vous voyez comme client, comme quoi? Comme client quand vous étiez venu à la Samaritaine. Il y a des ans. Vous étiez tellement gentil, tellement adorable. Je suis contente de vous voir. Je peux vous faire un bisou? Le Montmartrois vivant le plus célèbre n'est pourtant pas né sur la butte. Michou, contraction de Mimi, comme l'appelait sa grand-mère, et de Chouchou, comme l'appelaient ses fiancés, arrive à Paris à l'âge de 19 ans, en provenance d'Amiens, sa ville natale. Après avoir accumulé les petits boulots, Michel Cathy, de son vrai nom, lance un spectacle de travesti au début des années 60. Il se fait appeler Miss Glasex et parodie France Gall ou Brigitte Bardot. Très vite, le tout Paris se presse pour voir le show qui fait scandale. Dalida, Johnny et même Liza Minnelli. Avec ses économies, Michou s'est offert au dernier étage de cet immeuble un appartement bleu, sa couleur fétiche. Chambre rococo bleu ciel, cuisine bleu roi, toute la garde-robe et les peluches sont dans les mêmes tons. 150 mètres carrés, avec vue imprenable sur le Sacré-Cœur d'un côté et de l'autre sur tout Paris. Le Picard partage sa vie avec un Breton, Erwan. Je vis avec Michou depuis 18 ans et demi. Vous vous connaissez depuis Bon, moi j'étais chez lui, j'avais 18 ans, alors donc j'en ai 63. Pour être toujours à la page, l'octogénaire est présent sur Instagram et Facebook, où il comptabilise 26 000 visites par jour. Des pages gérées par son attaché de presse et ami, François Deblaye. Justement, Robert Michou, un peu les photos sont arrivées, donc elles sont insérées sur Facebook. L'homme en bleu valide chaque cliché. La veille, il a croisé Alain Delon dans une brasserie. L'acteur est un de ses plus grands fans. On a fait des photos souvent très sympathiques, Alain et moi. Il est toujours là, le vieux. Il est toujours là, de jour comme de nuit. Depuis 1956, il tient à être présent chaque soir à son cabaret de la rue des Martyrs. Le dîner-spectacle de 100 places affiche complet 7 jours sur 7.
la formule est à 115 ou 145 € avec champagne. Et pour 18 € de plus, certains repartent avec le dernier livre du patron, Le Prince bleu de Montmartre. Moi, c'est à Françoise. Pour ses 70 ans, j'ai 70 ans aujourd'hui. Michou enchaîne les dédicaces et les photos avec les fans. Il faut qu'il soit là. S'il n'est pas là, ça compte pas. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Ah, Dalida. 21h, arrivée de Lucien, le doyen de la troupe. Cela fait 45 ans que sur scène, il est Dalida. Je suis le clou du spectacle. C'est vrai? Ah, en direct. Ils sont 12 Michettes, comme on les surnomme. Patrice est dans la peau de Zaz, Carla Bruni ou Nolwenn Leroy. J'ai quitté Marseille pour venir, pour tenter ma chance chez Michou. Voilà. Vous faites quoi, vous, ce soir? Ça, c'est une charge burlesque sur Carmen, l'opéra de Bizet. L'amour est enfant de bohème. Voilà. Pas une petite gueule d'amour, ça? Hein? Et vous, alors, vous êtes? Ça se voit pas, cocotte. Elle est pas seulement. Christian, du Poitou-Charentes, sera ce soir Liane Folly. Le spectacle commence avec celle qui a fait rêver des enfants, aujourd'hui quadragénaires. Puis s'enchaînent Nolwenn Leroy, Céline Dion ou Vanessa Paradis. Et parfois, les ressemblances sont frappantes. Le bouquet final, c'est Lucien. Le seul à chanter en direct. On va tous les samedis à jouer, à chanter. Alors que les Michettes débarrassent, Michou, lui, est couché depuis longtemps. L'homme en bleu a déjà prévenu. Quand il ne sera plus de ce monde, il souhaite que son cabaret ferme définitivement ses portes. De l'autre côté de la butte, la fête ne fait que commencer. Les premiers noctambules débarquent à l'hôtel particulier. Julie, 35 ans, styliste, et son mari Steven, dentiste, sont des Parisiens pur jus. Ils ont traversé la Seine pour passer une nuit à Montmartre. Alors, voici votre suite. Super. Génial. Chaque année, ils s'offrent une chambre différente. Vous la connaissez pas celle-là? Non. Ce soir, c'est la suite de Brad Pitt. Un dépaysement total à seulement 8 km de chez eux, mais à 500 € quand même. Ce qui est génial, c'est que on est dans Paris, on a l'impression d'être en week-end en fait. On n'entend rien, enfin il y a les oiseaux, on n'entend pas de voiture. En bas, il y a un chanteur cubain au look Nosferatu. Et un DJ qui monte dans les soirées parisiennes. Benoît de Bonne Famille. Pour l'instant, on est encore loin des 300 personnes espérées. Mais le maître des lieux, Oscar, reste confiant. Il y a des gens qui ont appelé, pas mal de gens. Donc on a une quarantaine de personnes qui vont arriver. Quelle heure est-il là? 21h53. Dans la chambre numéro 1, séance maquillage pour Steven et Julie. C'est inclus dans le prix de la suite. Non, quoi, je me suis fait. Ben voilà, on est prêt? Go! En moins d'une heure, la salle se remplit. Condition pour être admis à la soirée, s'être inscrit en amont et surtout arborer une tenue surprenante.
mort-vivant, sorcière vaudou ou jeune marié de l'au-delà. Le plus beau déguisement gagne une nuit dans une suite de l'hôtel. À minuit et demi, Oscar est victime de son succès. Tu préviens la sécu, je leur ai dit déjà, on arrête les entrées. On bloque l'entrée. Il ne faut plus l'entrée. Bien sûr. Il faut un peu calmer le jeu parce que on peut faire rentrer, on est à 260, on peut faire rentrer 500 personnes, vous voyez, mais après on n'est plus capable de les gérer et les gens ils ont un mauvais souvenir de la soirée. En 3 heures, grâce au bar, le jeune patron a encaissé 16 000 € de recettes. Un vent de jeunesse souffle sur la butte. Montmartre pourrait bien redevenir the place to be à Paris.